j'aime peindre, toute la journée, oulala. J'aime peindre, avec mon pinceau et mes petits doigts. J'aime peindre, Que... Non! Putain, je viens de déborder de ouf! J'ai mis du Light Beacher sur mon dégradé de Macadge Blue. Non! C'est pas vrai, mais putain, c'est pas vrai, mais... Oh! Mais je déteste peindre, c'est nul! Mais comment progresser, bon Dieu, mais comment atteindre le niveau supérieur? Comment ne plus jamais déborder de ma vie? Je dois atteindre un niveau de connaissance supérieur. Je dois rencontrer mon nouveau maître. Je veux devenir un peintre meilleur. Je veux devenir célèbre et espagnol. Je veux devenir El Maxurista! Oh, mais qu'est-ce donc que cette lumière angélique qui pénètre dans mon atelier? J'ai entendu ton appel, jeune ruraliste, et je viens à ta rencontre. Mais qui est-ce? Dieu? Mieux que ça, mon petit. Dieu est mort, c'est Nietzsche qui l'a dit. Je suis un dieu plus spécialisé. Je suis le dieu que tu as toujours cherché. Je suis le dieu du Brushido. Je suis le Hobby God. Hobby God? Oui, c'est mon nom de scène. En vrai, je suis une entité plurimillénaire issue du panthéon primordial. Mais je fais parfois le Hobby God en auto-entreprise. Mais tu veux dire que Hobby God, c'est ton métier? Ah, comment c'est cool! Ouais, ma boule. Et j'ai formé les meilleurs. Juan Sanz, Angel Giraldez, Sergio Calvo, Rafael Nadal. Mais comment se fait-il au grand Hobby God que tous ces grands peintres soient espagnols? C'est juste que j'aime bien y passer mes week-ends pour manger des tapas, boire de la cerveza et draguer de la chiquita. Ah oui, je vois, ça se défend. Mais désormais, je jette mon dévolu sur la France. Et je t'ai choisi toi, Brother Maxou, car tu incarnes comme personne le wargame à l'ancienne. Et comme je viens du fond des âges, j'aime les choses à l'ancienne. Ah putain, ça fait plaisir, Hobby God. Ah merci du fond du cœur, mec. Et d'ailleurs, tu sais que Ruralameur est également devenu une association, donc si tu veux, moyennant 10 € par an, tu peux devenir... Ferme-la! La dernière fois que j'ai filé les thunes à un créateur de contenu, je me suis retrouvé avec un matelas chinois pas confortable et de la boisson en poudre dégueulasse au goût de kiwi papaye. Tiens, d'ailleurs, tu sais avec quoi on ramasse la papaye? Non. Avec une foufourche. Tes billevesées ne peuvent atteindre une déité de mon rang. Aussi ferme-la et entends mon enseignement. Aujourd'hui, je vais t'énoncer quels sont les 10 grands commandements du sacro-saint Brushido. Et si tu les suis à la lettre, tu pourras devenir El Maxurista et dominer la peinture mondiale de ton génie tout en te dégageant un SMIC sur Patreon. Ah ouais, ok, un SMIC. Ah putain, c'est pas une petite affaire ça, hein. Enseigne-moi tout, Hobby God. Je veux tout savoir. Tu sauras tout, mais avant cela, je t'offre ce que nul autre ne pourra jamais t'offrir. Je vais t'offrir une petite chanson. Oula. Tu veux pas qu'on cause juste des 10 commandements? Non? Bon tant pis. Si toute ta vie c'est le brush, tu fais du Brushido. Si tu fais de l'aéro, tu fais du air Brushido. Si tu écoutes Kate Bush, tu fais du Kate Bushido. Si tu te brosses les dents, tu fais du tous Brushido. 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 Brushido.
Shishido. Si tu apprends l'allemand, tu fais du Doichido. Si tu fais du brossage à sec, c'est du dry broshido. Si tu tombes en embuscade, c'est du amboshido. Si tu fais du maquillage, tu fais du blushido. Si tu manges mexicain, c'est le broshi kakashido. Voilà. Si tu regardes le broche club, c'est le broche clubido. Si t'es le colonel moutarde, c'est le broshi cluedo. Si t'es né en 83, t'as des baskets Fidolido. Si tu aimes le French cancan, t'invites ta meuf au lido. Si toute ta vie c'est le brush, tu fais du brushido. Si tu fais de l'aéro, tu fais du air brushido. Brushy, 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 brushido. Brushy, 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 brushido. Brushy, 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 brushido. Brushy, 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 brushido. C'est le brushido. Salut à tous mes très chers petits ruralistes, bouseux et autres petits wargamers des campagnes. Salut à tous et bienvenue sur Ruralammer, le podcast du wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Vous m'aurez reconnu, c'est Brother Maxou, coucou, c'est moi, et aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons faire une petite émission spéciale peinture. Mais quand je dis peinture, on va plutôt parler de brushido. Donc, on va pas être sur une émission technique, tout simplement, ce n'est pas la bonne rubrique, hein. Nous ne sommes pas dans la rubrique beauté et bien-être, donc aujourd'hui, il s'agira pas trop de technique de pinceau, matériel et je ne sais quoi. On va plutôt parler via ces 10 commandements qui vont nous être énoncés par le Hobby God himself. Hein, moi, je n'y suis absolument pour rien. Mais ces 10 commandements, ils vont plutôt se faire dans une veine hygiène de vie, hygiène de travail, un peu lifestyle, méthode, confort, etc. En gros, quels vont être les grands commandements pour mener à bien l'exercice du brushido. Donc le brushido, revenons vite fait sur la définition de la chose. Par brushido, j'entends tout simplement pousser la peinture plus loin, se dépasser. C'est tout simplement ça. Des peintres, on en connaît tous beaucoup. Et à vrai dire, ceux qui choisissent la voie du brushido sont une espèce assez sous-représentée. C'est une espèce qui ne va pas se contenter, en fait, de ses acquis. Pour moi, c'est tout simplement la définition première de ça. Le brushido, s'engager sur la voie du brushido, c'est tout simplement emprunter la voie du peintre. Et la voie du peintre, eh bien, c'est... si on s'inspire un peu du modèle japonais, c'est répéter encore et toujours le même geste jusqu'à en saisir l'excellence. Bon, nous, on va être sur quelque chose de beaucoup moins chiant. Mais donc la voie du brushido, c'est tout simplement la voie qu'il faut choisir si vous voulez devenir un peintre meilleur, si vous voulez devenir plus abouti. Et quand je dis peintre meilleur, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire avoir un meilleur niveau technique. Ça peut vouloir dire aussi travailler plus rapidement. En gros, meilleur peintre, c'est tout simplement quelque chose de subjectif. Si vous mettez 10 plombes à faire un résultat pas terrible, devenir un meilleur peintre, ça voudra tout simplement dire avoir un résultat correct en peu de temps. Voilà. Donc, le brushido, finalement, il va être différent pour chacun d'entre nous, mais tous autant qu'on est, nous allons nous engager sur la même voie.
Donc je passe le mic. Il chante bien, hein, le Hobby God. Bon là, il s'est adonné à un petit spleen de banlieue en fumant du teuteux. Je sais pas pourquoi il m'a sorti ça. Désolé, hein. Pardon. Bref, allez Hobby God, c'est à toi. Premier commandement, ton petit nuage tu construiras. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, le Hobby God? C'est quoi un petit nuage? Eh bien, on va tout simplement parler du lieu. Le lieu où vous allez peindre, le lieu où vous aurez votre petit atelier. Et ce lieu, eh bien, on va en faire une espèce de cocon, une espèce de nuage, quelque chose de très haut dans le ciel qui va être assez dufteux, qui va être assez confortable et radicalement éloigné de la terre ferme pour tout simplement prendre de la hauteur, s'éloigner des turpitudes de ce monde, s'élever un petit peu l'esprit et tout simplement être au calme, être bien, être sur son petit nuage. Le petit nuage, quelle forme peut-il prendre? Donc ce sera pas forcément un atelier dédié, hein, même si l'atelier dédié eh bien, peut absolument bouleverser toutes vos habitudes, je vais y revenir, mais un atelier, ça peut être plein d'autres choses. Tout d'abord, un plan de travail dégagé, des rangements, un petit stand work in progress où vous allez exposer vos figurines en cours, parce que ça, en fait, c'est très important. C'est le truc qui va vous motiver d'avoir toujours sous les yeux vos travaux en cours. Et le plus important, un truc fonctionnel. Donc, en vérité, le nuage, c'est avant tout un lieu où il faut se sentir bien. Là, on est vraiment dans la beauté et le bien-être. Et pour se sentir bien, qu'est-ce qu'il faut finalement ? Quelques trucs peuvent complètement changer la donne. Quelques plantes vertes, quelques images, quelques photos de gens que vous aimez, une photo de votre chérie, de vos enfants, de votre ex-femme. C'est pas une bonne idée du tout. Bref, en fait, il y a des gestes très simples pour faire d'un petit endroit fonctionnel qui ne casse pas des briques un véritable petit havre de paix. Mais en tout cas, si on en reste au fonctionnel, si vous voulez vous engager sur la voie du Brushido, avoir un petit atelier, c'est hyper important. Et donc, c'est fondamentaux, c'est ça, c'est un plan de travail dégagé, une belle surface plane devant vous et des outils, des accessoires et du rangement. Donc, si je devais revenir sur mon expérience personnelle, donc moi, évidemment, j'ai choisi la voie de la pièce dédiée. Donc ça remonte déjà à 1 an et demi, hein, il me semble. Si on doit revenir là-dessus, et donc si on doit revenir sur, finalement, quelles sont les choses qui ont le plus bousculé ma vie de hobbyiste, eh bien, j'ai envie de dire que celle-là, c'est la pole position. Il y a beaucoup de choses qui ont bousculé mon exercice de la peinture et du modélisme, etc. L'apprentissage de l'aéro, mon ouverture à d'autres techniques comme les encres, les huiles et blablabla. Mais en vrai, il n'y a rien qui peut remplacer le fait d'avoir une salle dédiée avec un grand atelier et plein de rangements partout. Là, c'est vraiment le truc qui, pour moi, a tout changé. Si vous voulez, avant, moi j'ai peint pendant plus de 3 ans sur ma table de salle à manger, en gros, la salle où je mange, quoi. Avec le recul, je me dis, mais putain, c'était horrible de faire ça, vraiment horrible. On était en fait dans le bric-à-brac. Je pense que voilà, vous êtes nombreux à vivre ce genre de situation, à ne pas avoir un espace dédié. C'est vrai que c'est un peu la misère, quoi. Et surtout en fait dès lors que le matériel s'étoffe. Moi, vous imaginez, quand je suis passé à l'aéro, j'étais sur ma table de salle à manger avec ma cabine et tout. J'en foutais partout, c'était n'importe quoi. Le lot de peinture à disposition, il s'est démultiplié. Enfin, c'était vraiment le bordel. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, en fait, je prenais tellement de place qu'avec madame, pendant un certain temps, on allait manger dans le salon, quoi. C'est en attendant, voilà, d'avoir une vraie salle comme il fallait. C'est vous dire un peu la gitanerie. Mais en tout cas, ce truc-là, moi, ça a changé ma vie du jour au lendemain. Vraiment, avoir ma pièce dédiée, c'était waouh. Maintenant, si tu veux, quand j'ai une journée libre, quand je sais que je vais avoir une journée de hobby, je me lève, petit café, tu vas faire popo, super, c'est le matin, tu vois. Et après, je vais à mon bureau et hop, c'est parti. Si tu veux, tu te poses à un endroit où tout est là.
il y a rien à déballer, il y a rien à déplacer, il y a rien à échanger, tu vois, t'es pas là en mode je dois faire une petite économie de place pour mettre ça et ranger ça. Non, là t'as tout sous les yeux, tout est rangé, c'est dans des tiroirs, dans des boîtes, dans des étagères partout. Tu te poses à ton bureau, tu commences. Et je pense que je vous ai déjà un peu parlé de ma relation maintenant que j'ai avec la peinture, qui est plutôt une relation de travail. Bah à vrai dire, la pièce dédiée, c'était un peu le dernier clou sur la croix de cette affaire-là, hein. C'est que maintenant, bah c'est ma pièce de travail. J'y vais. Je suis chez moi, j'ai tout à disposition. Parfois, voilà, je mets même plusieurs cabines d'aéro et tout pour faire du travail à la chaîne. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, ça a vraiment révolutionné plus que toute autre chose mon exercice de la peinture. Bon, évidemment, moi, je suis un extrémiste. Donc faut pas trop m'écouter à ce sujet. Néanmoins, eh bien, un petit coin atelier, il peut prendre bien d'autres formes. Là, je veux dire, on n'est pas tous égaux devant la chose, quoi. Le mec qui a une grande maison à la campagne, il n'est pas à la même enseigne que le gars qui a un studio en banlieue. C'est une évidence. Mais se faire un petit coin peinture, honnêtement, c'est très, très accessible. Les règles d'or, c'est que vous devez être bien assis. Là, vraiment, prenez soin de votre dos, ayez un bon fauteuil, voilà, la petite mousse là au niveau des lombaires, tout ça c'est très important. Et il faut bien se tenir et il faut une belle surface plane. Et donc ce truc peut prendre 1001 formes. Et donc vous savez tous ce dont je veux parler, soit le petit coin bureau aménagé, soit une petite table là qu'on arrive à caser dans le séjour avec des étagères au-dessus, et puis on range quelques boîtes en dessous de la table principale, voilà. Tout ça peut être assez sympa, mais il y a une solution en fait que j'ai pas mal vue chez des petits ruralistes motivés. C'est le petit atelier portable. En gros, tu vois une planche de charcuterie. C'est le même mais avec ton atelier peinture. En gros, c'est que t'as une grosse planche, voilà, t'as un gros morceau de bois. Tu l'aménages, c'est-à-dire que tu construis des petits machins en balsa, des petits supports, des petites étagères, des petits rangements pour les pots. À ce titre, je peux que vous conseiller d'aller voir chez Hobbyzone. Hobbyzone, c'est un peu j'ai aucune idée si c'est les leaders sur le marché en rangement de matériel hobby, mais en tout cas, c'est très bien. C'est vraiment très bien. C'est pas trop cher. Bon, quand on se fait un bureau entier avec, ça, c'est quand même un billet. Mais voilà, c'est du petit matos sympa en MDF. Ça range bien. C'est très présentable. Voilà, c'est très cool. Donc, en fait, votre grande planche, là, vous pouvez l'habiller un peu comme vous voulez et tout simplement, vous la transportez là où vous en avez besoin. C'est-à-dire, vous pouvez mettre ça sur la table basse, là, devant la télé, pendant que madame, elle regarde de Grey's Anatomy. Néanmoins, je ne vous le souhaite pas, ce truc est une horreur. Ne pas avoir de télé, c'est mieux, disons-le tout court. Bref, ce petit plateau repas, là, en fait, je l'ai vu chez pas mal de gars. Et je me suis dit, mais attends, c'est une super idée. Et moi, c'est vrai que quand je me galérais là sur ma table de salle à manger, ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Donc le petit plateau atelier aménagé custom là, voire avec des petites poignées pour le transporter d'un point A à un point B facilement. Quand il ne sert plus, on le range dans, je sais pas, moi, un tiroir, une étagère, démerdez-vous. Mais en tout cas, cette idée de l'atelier mobile, elle est plutôt cool. Il y a quelques fabricants également qui vous vendent quelque part des espèces de valises de transport de peintres. Il y en a chez Frontier Wargaming, il y en a chez A-Case, qui est une marque anglaise. Il doit y en avoir chez Green Stuff World, j'imagine, ils vendent de tout. C'est du dropshipping chinois, Green Stuff World, je vous le rappelle. Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs petites solutions comme ça qui peuvent être sympas avec un petit éclairage LED intégré dans le truc. Et moi, les plus beaux trucs que j'ai vus, c'est tout simplement des trucs custom, quoi. C'est des gars qui ont fabriqué eux-mêmes leur petit atelier de peinture portatif. Bon, ça ne remplacera jamais une grande surface plane, c'est clair et net, mais pour le gars qui peint des petits projets, c'est-à-dire une escouade de temps en temps, admettons 10 mecs plus un QG, et pourquoi pas un petit Dreadnought, c'est largement suffisant en vérité. Tout le monde n'a pas besoin finalement d'une vraie pièce dédiée avec des grands espaces, des grandes tables, etc. Bon, moi, maintenant que j'ai la pièce dédiée, je peux me permettre des projets du genre 5000 points d'Iron Warrior en même temps. Mais ça, clairement, du temps de ma salle à manger, ce n'aurait pas été possible. À l'époque, je fonctionnait tout simplement en escouade, c'est-à-dire une à la fois.
Donc le petit nuage, eh bien, il a son importance. C'est là que vous allez passer un nombre d'heures absolument sidérant. Donc pensez-y tout simplement. Aménagez-vous quelque chose où vous vous sentez bien. J'ai envie de dire, c'est le principal prérequis pour toute la suite des commandements. Deuxième commandement, de l'image tu te déconnecteras. Oh là là, Hobby God est en train de nous faire le truc, regardez pas la télé, ça rend con, regardez pas YouTube, ça rend con, regardez pas Netflix, ça rend con. Bah ouais, merde, en fait, il a raison. Ne regardez pas tout ça, ça rend con, c'est fait pour, c'est étudié pour avoir eu maintes fois le droit aux coulisses de production de certaines émissions télé, séries et films. Les gens qui font ça n'ont aucun respect pour vous, hein. Donc leur donner de la vue, leur donner du fric ou de l'audimat, c'est toujours une assez mauvaise idée. Bon, il y a toujours plein de trucs très bien à regarder, hein. C'est pas le problème. Mais néanmoins, je trouve que dans l'exercice du hobby, on a souvent intérêt à se déconnecter de l'image. Parce que l'image, bah, en fait, on la subit en général toute la journée. Moi, mon métier, en fait, quand je fais du son, bah, il consiste à être devant un écran tout le temps, quoi. Donc, et ça, en fait, c'est un réflexe que j'ai vraiment naturellement. C'est que, ok, je rentre d'une journée de taf. Allez, je me peins une petite heure et demie avant d'aller dormir. Bah là, en fait, l'idée ne me vient même pas d'ouvrir l'écran. Je vais tout simplement me mettre du son pour me détendre, de la musique calme, quelque chose comme ça. Des simples petites sonates au piano, par exemple, ça me régale. Pour un exercice absolument serein, détendu et tout, j'ai pas envie de voir qu'est-ce qui est sorti via mon onglet abonnement sur YouTube. C'est tout simplement pas le moment. Là, je suis dans une peinture détente. J'ai besoin de calme. J'ai besoin également, en fait, de me concentrer malgré la fatigue. Et c'est un peu sur ce point-là que je veux en venir. C'est que l'image, eh bien, elle nous déconcentre, qu'on le veuille ou non. Il y a aucun monde, en fait, où quelqu'un peut absolument se défaire du pouvoir d'attraction d'un écran avec des images animées dedans. C'est tout simplement impossible. Et en fait, si j'en reviens un peu au début de cette émission, dans ce petit sketch où je déborde ma peinture, eh bien, ça ne fait presque aucun pli. Je déborde désormais rarement, tout simplement. Au bout d'un moment, on a un outil dans les mains qu'on maîtrise de plus en plus. Et du coup, en fait, cette erreur, ce débordement de peinture sur une autre, eh bien, il est systématiquement une erreur d'attention. Et quel est le premier coupable d'une erreur d'attention? Eh bien, c'est quelque chose, tout simplement, qui la détourne, cette attention. Et une image animée, eh bien, c'est la maîtresse du détournement d'attention. Vous avez vu ça 1000 fois. Il suffit qu'il y ait une télé allumée dans une pièce. Vous pouvez avoir la discussion la plus sérieuse du monde. Il y aura toujours un regard qui va se porter sur l'écran, même si il s'agit d'une publicité pour le dernier SUV Peugeot de mes deux couilles. C'est absolument incontournable. Vous allez être malencontreusement happé par l'image. Donc en fait, apprendre à s'en passer, eh bien croyez-moi, c'est réinventer son exercice de la peinture. Après, par rapport au contenu auquel vous aurez droit sans image, eh bien, il y en a pléthore. Bon, déjà, il y a Rural Hammer, évidemment, mais le monde musical, le monde de la fiction audio, le monde du documentaire audio, je peux vous renvoyer à ce titre à une vieille émission que j'avais faite qui s'intitulait Peinture et Culture, émission en fait au sein de laquelle je vous faisais mon espèce de petit zapping personnel. À l'époque, j'avais eu beaucoup de retours sur cette émission, même si Rural Hammer n'était alors qu'une mini communauté, mais en tout cas, les gens avaient beaucoup partagé avec moi à la suite de cette émission sur leur petite trouvaille audio, et avec bonheur, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à consommer ce genre de contenu. Mais en gros, la fiction audio, le documentaire audio, le livre audio, et puis ce monde absolument infini qu'est la musique, eh bien, donnez-y le coup d'essai. Si vous êtes un peu trop addict à YouTube, et je sais que vous l'êtes tous, si vous êtes accro à l'image, eh bien, essayez de vous en débarrasser, ne serait-ce qu'une heure en peignant vos figurines. Eh ben, il est probable, ou possible en tout cas, que votre expérience ne soit non pas métamorphosée, mais en tout cas, vous allez peut-être redécouvrir ce qu'est une séance peinture attentive sans image qui vient
pirater votre attention. Donc ça, c'est potentiellement une piste d'amélioration, et pour moi en fait je dis même que c'est une piste de bien-être, parce que on vit dans un monde où l'image est omniprésente, on n'en peut plus, on subit ça toute la journée, qu'on le veuille ou non, bien évidemment. Qu'on le veuille ou non, moi voilà, je vis sans télé depuis 20 ans, mais ça ne m'empêche pas de subir l'image. Tu vois, moi à l'époque, j'avais jamais demandé à un téléphone de me fournir des images. Bon, maintenant c'est le cas. Bon, pour une bonne partie de l'usage, je ne m'en plains pas, parce que moi je kiffe, voir des belles images sur mon téléphone. Mais voilà, l'image, en fait, on en a ras la gueule toute la journée. Et donc, tentez de donner à vos séances peinture une petite respiration à ce sujet. Ça peut être une piste d'amélioration intéressante. Troisième commandement, un projet thématique tu dresseras. Tiens, le projet thématique, c'est quelque chose dont il me semble que j'ai déjà parlé. En gros, si vous êtes peintre, et quel que soit en fait votre exercice, que vous soyez peintre d'exposition, peintre d'armée, peintre d'escouade, peintre de petits, de gros projets, d'immenses projets, à vrai dire, peu importe. Mais moi, je ne puis que vous conseiller qu'à chaque fois que vous commencez un nouveau projet, eh bien, il faut lui trouver un thème. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pu aborder dans par exemple, l'émission nommée La peinture d'armée, où je vous disais, en fait, quelle était grosso merdo la discipline à adopter pour espérer peindre des gros lots. Mais en vrai, en fait, ces techniques-là, elles peuvent s'appliquer à n'importe quel format de peinture. Donc, comme je l'ai dit, une figurine de temps en temps, voilà, un QG, exposition ou pas, une escouade ou une armée entière, peu importe. Mais en gros, chaque nouveau projet, moi, je ne puis que vous conseiller de lui greffer un thème. Alors, un thème, c'est quoi ? Déjà, ça peut faire partie de votre courbe de progression. En fait, un projet thématique peut s'inscrire dans votre apprentissage. Donc, pour chaque projet, il va falloir définir ce que sont les acquis à valider, les progressions à continuer et les nouveautés à amorcer. C'est-à-dire que pour chaque projet, vous pouvez très bien découper le truc en 3 tiers comme ça. C'est-à-dire qu'une partie, ça va être mes acquis, mais néanmoins, vous pensez que ce sont des acquis, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et le simple fait de répéter ces gestes que vous connaissez déjà, ça va vous rendre meilleur forcément. Par exemple, voilà, pour une majorité des peintres, une étape fondamentale, c'est l'apprentissage du surlignage. Et c'est vrai qu'on peut mettre pas mal de temps à atteindre en fait une vraie formule de surlignage bien propre, avec beaucoup d'assurance, bien, voilà, le plus fin du monde possible. Donc, admettons, ça, c'est votre acquis. Eh bien, c'est pas parce que c'est un acquis selon vous qu'en fait la progression est terminée. C'est à force d'en faire, vous deviendrez encore meilleur. Donc voilà, un projet, ça peut être une partie comme ça, des acquis à valider, mais pour lesquels on va quand même continuer à progresser, des progressions à continuer. Donc ça, admettons, les choses que vous êtes en train d'apprendre, que vous êtes en train de connaître. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai peint mon premier cuir, voilà, une peau en cuir tanné, blabla. Et bien voilà, pour ce nouveau projet, il y a pas mal de cuir dessus. Ça remplira un peu cette case progression à confirmer. Et d'autre part, la partie nouveauté à créer, ça va tout simplement représenter la prise de risque. En gros, quelles sont les choses que je dois apprendre maintenant via ce projet pour parfaire mon apprentissage du Brushido. Est-ce que je sais peindre des yeux ? Non ? Si tu sais pas, mec, c'est peut-être le moment de t'y mettre. Regarde là ton petit lot de Corsair Eldar, ils ont quand même des grands yeux, peut-être que c'est le bon moment pour commencer. Et donc là, immanquablement, ce sera une prise de risque qui ira avec. Mais néanmoins, vous avez tout à gagner, quoi. Si vous savez faire des yeux à l'issue de ce lot-là, eh bien, tous les prochains lots, ces yeux-là, ils changeront de case. Ils seront plus dans les nouveautés, ils seront dans les progressions à amorcer, quoi. Donc voilà. Il y a toujours un thème. Un thème, ça pourrait être aussi tout simplement le schéma de couleur. Si j'ai peint 2000 points de Black Templar, ça pourrait être cool de faire des guerriers aspects ou des croûtes ou des taux hyper colorés. Faut tout simplement varier le support, varier les formats. Et donc, un schéma de couleur, c'est un thème à part entière. Est-ce que je veux une armée métallique, chaude, froide, avec des effets de fusion, etc.
Et donc, un projet thématique, ça veut aussi dire utiliser des techniques adaptées, donc c'est-à-dire adaptées à votre niveau, à votre courbe de progression actuelle. Essayer de faire des OSL alors qu'on n'a pas un 10 bonhomme dans sa vie, c'est complètement con. Donc, il y a cette partie-là, des techniques adaptées, des originalités à créer. Donc là, c'est quelque part dans ce secteur que vous allez pouvoir trouver votre propre patte, votre propre griffe, et également, la prise de risque. Donc là, naturellement, je passe très vite là-dessus parce que j'en ai parlé dans cette émission, nommée la peinture d'armée. Mais si je devais résumer, moi, par exemple, quelles étaient les thématiques de mes projets. Par exemple, si je prends une de mes premières armées, la Ravengard, la thématique, c'était quoi ? C'était une palette de couleurs très froide, une technique heavy metal et l'originalité, la nouveauté, ma prise de risque, en gros, c'était des OSL vert fluo et le parti pris, c'était de faire des socles très travaillés parce que globalement, les figurines étaient un peu austères. Et dans le thème, cette armée-là, j'ai essayé de la faire assez vite. Le temps de travail peut également en fait faire partie de la thématique de votre projet. Si on prend l'exact opposé, mais Blood Angel, là, on est dans une thématique du temps long, c'est-à-dire que je pars d'office sur une armée où je sais que je vais prendre le maximum de temps parce que je veux y donner mon niveau maximal. Et après, par contre, côté thématique pur, c'est un peu plus pauvre parce que le schéma de couleur, il est imposé. Les originalités à créer, à vrai dire, il n'y en a pas 36 de possibles. Ça va se jouer principalement dans la couleur choisie pour les OSL, par exemple. Non, les partis pris vont plutôt être du côté des socles, par exemple, des techniques que je vais utiliser pour avoir mon armure rouge et les accessoires. Et donc, là, thématiquement, je suis sur une technique assez riche parce que j'utilise aussi bien l'aérographe que les encres, que l'huile, que les vernis. Bref, mon rouge Blood Angel, c'est une aventure en soi. Donc, en fait, c'est là que je gonfle l'effectif thématique dans ma peinture de Blood Angel. Et si je prends une des dernières nées, par exemple la Death Guard, donc ma Death Guard multicolore, là la thématique c'était quoi ? C'était exactement ça. C'était une palette de couleurs la plus large possible et donc essayer de faire cohabiter des couleurs très vives, très fluo, avec un traitement résolument grim dark. Et donc là, ma prise de risque, elle a été plutôt du côté du choix des couleurs et également dans le choix de techniques que j'ai très volontairement simplifiées pour les rendre plus brutes. Par exemple, tous mes surlignages sur cette armée se font via une seule et unique couleur. Donc vous voyez, il y a chaque projet son thème en vérité, son thème. Faut choisir, faut définir en fait ce que vous avez à la fois besoin de faire pour progresser et surtout envie de faire. C'est vraiment cette balance, elle doit être équilibrée en fait entre ces deux choses-là. Si vous avez la balance parfaite entre le besoin et l'envie, là c'est sûr et certain, vous allez passer une très bonne session de peinture sur votre prochain projet. En tout cas, je ne puis que vous encourager à conceptualiser la chose. Quel que soit votre prochain projet en cours, est-ce que c'est une kill team? Est-ce que c'est 500 points de board in action? Est-ce que c'est une armée entière? En tout cas, regardez ce projet-là dans les yeux et demandez-lui en fait c'est quoi ton putain de thème, amigo? Est-ce que, voilà, il faut conceptualiser ça. La définition en fait de la thématique de ce projet va largement contribuer à sa richesse. Quatrième commandement, une méthode tu définiras. La méthode, vous le savez, je n'ai que ce mot-là à la bouche, car il est, à mon sens, le méga fondamental pour une peinture constructive et efficace. Donc là, contrairement à la thématique de votre projet, finalement la thématique de votre projet, ce ne sont que des idées théoriques, quelque part. Là, la méthode, on va uniquement parler technique. La technique va être véritablement au cœur de la méthode que vous allez choisir. Et donc, cette technique, elle doit répondre à plusieurs choses. Elle doit répondre
à votre savoir-faire et elle doit répondre également à vos envies. Parce que quand on apprend la peinture sur figurine, en fait, il y a toujours une nouvelle technique qu'on n'a jamais essayée. Voilà, le slap shop, le lavis, le glacis, le machin, les OSL, les peintures fluo, les dégradés, la peinture à l'huile. En fait, pour venir à bout de la liste des différentes techniques possibles en peinture, faut avoir déjà un paquet d'années au compteur. Et donc, cette méthode, elle va rendre la chose constructive au maximum. Enfin, en tout cas, c'est la définition de cette méthode qui va rendre votre exercice constructif. Par constructif, j'entends dire que votre temps sera très très bien employé. Et ça, je pense qu'on touche du doigt en fait un des principaux gros défauts qu'on trouve souvent chez les débutants, et à vrai dire ça a été mon cas également, c'est que le temps investi est rarement à la hauteur du résultat, tout simplement parce qu'en fait la méthode n'est pas la bonne. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai vu mon ami Lucas là qui peint du Necron. Hop, le mec il a tout fait en Lead Bilcher. Ensuite, il repasse certains endroits de la figurine en noir. Ensuite, au-dessus de ce noir, il va mettre du bronze et blablabla. En gros, il a passé un temps fou pour un résultat qui est quoi ? Qui est 2 couleurs métalliques. Donc là, en fait, en adoptant une nouvelle méthode, il y a moyen d'aller beaucoup, beaucoup plus vite et de ne pas perdre son temps à appliquer de la métallique au pinceau. On se fait chier à faire ça. Donc ça, c'est quelque chose, typiquement, quand on envisage une nouvelle méthode pour réinventer en fait sa peinture sur figurine, faut garder à l'esprit que la méthode, son but, en fait, il va être le plaisir, le kiff, la rapidité, l'efficacité. Donc naturellement, les trucs longs et chiants, on va avoir tendance à les gommer. Pour les gommer, les techniques sont nombreuses, que ce soit l'aérographe, des techniques de pinceau plus avancées, du masquage, de mettre du sous-assemblage, etc. Donc en fait, la méthode, elle fait intervenir tout ça pour gagner en fait en efficience. Et pour chaque projet que vous allez mener, cette méthode, elle ne peut pas être sans compromis. J'ai parlé par exemple de la partie des acquis à valider, des progrès en cours ou des nouveautés où on prend des risques. Ça, en termes de méthode, il va falloir adapter la chose. Par exemple, sur la partie des acquis à valider, voilà, je peins des Space Marines, admettons, peindre les bolters en noir et tout, ça ne représente absolument aucun défi. Donc ça, dans ma méthode, je vais trouver le moyen de faire ça le plus vite possible, tout simplement parce que cette partie, elle est désormais sans enjeu. Donc s'il y a un nouvel enjeu à y trouver, eh bien c'est de la faire plus vite qu'avant. Vu qu'il n'y a plus d'enjeu technique, maintenant, le prochain défi, c'est de le faire de plus en plus vite. Tandis que sur une partie des progressions en cours ou des nouveautés où on va prendre des risques, cette partie-là, en termes de méthode, on va plutôt se mettre une espèce de temps libre, quoi. Il faut pas, en fait, se rusher, il faut pas se chronométrer pour des choses à peindre sur lesquelles, justement, il y a beaucoup d'enjeux. Donc la méthode, ça peut être plein de choses, mais en fait qui doivent suivre votre thématique. La méthode, si je prends des idées un peu pêle-mêle comme ça peut être quoi ? Ça peut être tout simplement l'ordre dans lequel on opère. Quelle couleur je vais faire avant l'autre. Ça peut être également la taille des lots que je vais choisir. Dans le cas où je fais une armée complète, quel type de lot je vais faire ? Grand, petit, moyen, varié, pas varié, etc. Ensuite, naturellement, il va y avoir le médium choisi. En fait, l'usage de telle ou telle peinture va complètement définir votre méthode. Si je prends, par exemple, un projet très lambda, c'est OK, je vais peindre, comme je l'ai toujours fait, des Blood Angel. Quelles sont finalement les questions qui vont se poser à moi concernant la méthode ? Déjà, comment je sous-couche ma figue ? Est-ce que je pars sur du noir, du gris, ou carrément est-ce que je pars sur du rouge pour ensuite uniquement repasser les parties au noir ? Une fois que j'ai choisi quelle couleur je fais avant l'autre, est-ce que je fais du sous-assemblage ? Mon bolter, il est noir, mon armure, elle est rouge. Est-ce que ça vaut le coup de peindre la chose séparément ?
Voilà, vous voyez, ce genre de questions. Et voilà, ensuite, pour mes couleurs, qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que je fais la chose à l'aérographe? Si tel est le cas, ensuite, mes linings, si je veux que ça aille plus vite, est-ce que je les inclus au pré-ombrage? Est-ce que je les fais au pinceau à l'encre noire plus tard? Mais par contre, le pinceau à l'encre noire, c'est très très lent. Du coup, est-ce que j'aurais pas plus intérêt d'apprendre la peinture à l'huile pour faire ses lavis le plus vite possible? Ensuite, dans quel ordre en fait je fais mon dégradé? Est-ce que je pars du sombre pour aller vers le clair? Est-ce que je pars du clair pour aller vers le sombre? À quel moment je fais mes parties en métallique? Ces parties en métallique, est-ce que vraiment ça vaut le coup de les sous-coucher en noir avant de passer l'or pour avoir un meilleur découpage des contours? Ou alors est-ce que je peins mon doré sur le rouge et ensuite je mets un lavis? Voilà, voilà. En gros, la méthode, c'est ça, c'est une putain de gamberge qui va ensuite, vous définir comment vous allez travailler. Et donc, pour ça, il n'y a pas 36 moyens. Pour définir une méthode, votre meilleure arme sera toujours la figurine test. C'est absolument un incontournable. À vrai dire, là, je suis très mauvais élève parce que sur mon dernier projet, je ne fais pas de figurine test. Mais à vrai dire, ça fait partie de la thématique de mon projet. Mon projet Iron Warrior, là, en fait, c'est inscrit dans la thématique, c'est qu'il faut que je le bourrine. Il faut que je le rush. Je suis en mode chantier absolu et intense. C'est dans mon thème. Je l'ai noir sur blanc, là, devant les yeux. Thématique du projet, gros chantier de barbare. Voilà. Moi, c'est le genre de truc que j'ai mis, que j'ai défini dans mon projet. Donc, vous voyez, la thématique, ça peut être également complètement con. Mais néanmoins, là, en fait, c'est pour moi, par exemple, c'est une espèce de défi. Et ma méthode, elle consiste tout simplement à me jeter dans 5000 points sans avoir conceptualisé ma technique de peinture. Et il y a un petit prix à payer. En ce moment, je suis en train d'hésiter, par exemple, sur mon bronze. Putain, est-ce qu'il est pas un peu trop brun et blablabla. Bref, ça faisait partie du kiff de ne pas faire de figurine test, mais néanmoins, je ne vous encourage pas à le faire. Pour définir une méthode, rien de mieux qu'une figurine test. À vrai dire, il y en a rarement qu'une seule. Je pense qu'un bon chiffre, par exemple, c'est 3 figurines. Admettons, vous avez un projet Eldar, vous hésitez un peu sur le type de bleu à utiliser, vous choisissez 3 bleus, vous faites 3 figues, une fois votre bleu sélectionné, vous le gardez et vous continuez votre figue test sur les détails, mais néanmoins les détails dont vous doutez, ce pourquoi vous avez toute certitude, inutile de le tester. Par exemple, mon doré, je l'adore, je le veux sur cette armée, on s'en fout, mets-le, t'as pas besoin de faire de test avant, tu sais que ça va te plaire. Donc en tout cas, voilà. La figurine test, c'est vraiment le support royal pour définir une méthode. Donc quelque part, dresser la thématique de votre projet, là en fait c'est des idées que vous allez avoir, et définir votre méthode, là ça va plutôt faire appel à votre bagage technique et à votre envie ou pas d'apprendre de nouvelles utilisations de tel ou tel médium. Si je devais vous résumer ce qui moi a radicalement bousculé mes méthodes, à vrai dire, j'en ai déjà fait des émissions. Il y a d'une part l'aérographe, il y a d'autre part les encres, il y a d'autre part les huiles et d'autre part les vernis. En fait, tous ces éléments-là mis bout à bout, ils m'ont permis d'enrichir à mort ma méthode, mais également de me donner de précieux coups de main pour faire, par exemple, de plus en plus vite les techniques qui sont désormais pour moi acquise. Et donc, typiquement, faire une belle base de couleurs au pinceau, maintenant, je le fais à l'aéro très vite. Pareil, un ajout de teinte, plutôt que de faire du glacier au pinceau, maintenant, je peux le faire à l'aéro très vite, etc., etc. Finalement, plus vous allez multiplier, en fait, vos outils, plus vous aurez de répondants face à telle ou telle situation. Mais ce qui est assez chouette, en fait, dans cette espèce de progression naturelle en peinture, c'est que vos acquis, en fait, ils sont jamais acquis définitivement. Et là, comme je l'ai dit, en fait, un des principaux
défi des acquis, c'est maintenant de les faire de plus en plus vite, de plus en plus propres. Et bon, à force de faire du surlignage, qui est un passage obligé sur toute armée qui se respecte, au bout d'un moment, vous devenez un véritable monstre du surlignage, quoi. Ok, c'est acquis, mais maintenant, je le fais de plus en plus vite, de plus en plus propre, de plus en plus fin. Et ça, ça peut durer 20 ans, quoi. On ne s'arrête jamais. Finalement, on n'atteint jamais l'excellence dans une technique comme le surlignage. On peut être excellent, mais on peut toujours aller plus loin quand même. Donc voilà, les choses sont bien faites. Généralement, la progression se fait de manière assez naturelle par rapport à ça. 5e commandement, le support tu varieras. Bah ouais les gars, il va être temps de parler plaisir un petit peu, après 2 commandements précédents qui ont été un petit peu nébuleux, j'en conviens, mais bon, en tout cas, néanmoins, définir une thématique de projet et une méthode de projet, pour moi, c'est également du plaisir, à vrai dire, mais là, varier le support, quand je dis donc varier le support, c'est quoi ? C'est tout simplement varier les tailles de projet, les tailles de figurines. Passer par exemple d'une escouade ensuite à un QG, ensuite à un décor, ensuite à un véhicule, ensuite refaire une escouade pour débouler sur un Primarque démon, voilà, ça c'est tout simplement l'arme anti-lassitude par excellente. Donc ça, vous pouvez le faire en fait si vous êtes ce que j'appelle un peintre individuel, c'est que vous faites un projet l'un après l'autre, tout simplement essayez de varier au maximum. Par contre, si vous êtes un peintre d'armée, la taille de vos lots, prenez en compte ça, quoi. C'est-à-dire que dans un lot, vous aurez 1 ou 2 escouades de base, on va dire, vous aurez 1 ou 2 QG, 1 ou 2 véhicules différents et quelques trucs exotiques comme un peu du format cavalerie, comme des motos, des trucs volants, des monstres, des trucs comme ça. Donc en tout cas, au sein d'un même lot, essayez de varier au maximum la chose. Là, pour vous illustrer le truc, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Mes 5000 points d'Iron Warrior ont été découpés en lots. Dans chacun de ces lots, j'ai au moins un véhicule, un QG, une escouade de ligne, donc des tactical marines classiques, une escouade plus spécialisée, donc une escouade d'assaut, une escouade d'appui, de corps à corps ou que sais-je, et puis un truc un peu plus exotique, comme là je suis en train de faire des petits supports d'artillerie mobile. Donc même pour un truc en fait qui peut sembler assez monolithique comme Horus Heresy, faut pas oublier que ok, on parle que des Space Marines, mais les armures elles changent et à vrai dire elles sont vraiment très différentes à peindre. Je suis en train de m'en rendre compte. Mais voilà, il y a moyen très facilement de varier les plaisirs au sein d'un seul et unique lot. Si vous avez des lots à peindre du genre 40 mecs de la garde impériale en même temps, croyez-moi, vous allez crever. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. En vérité, je crois que c'était l'année dernière où j'avais fait un lot Blood Angel absolument délirant qui regroupait, il me semble, une énorme quarantaine. Ça devait être 45 figurines d'infanterie en armure rouge. Donc, ok, elles étaient dans des styles très variés, mais ça restait quand même 45 mecs avec des armures rouges, du doré et tout le tintouin. Putain, j'ai souffert. C'était vraiment 2 mois de peinture terrible. Mais à vrai dire, à l'époque, c'est tout ce qu'il me restait en Blood Angel, donc j'avais envie de donner un énorme coup d'arrêt à la peinture d'armée. Bon, malheureusement, dans la foulée, j'ai racheté plein de trucs, ça n'en finit jamais. Mais voilà, en tout cas, varier au maximum les plaisirs, varier les tailles. Je m'en suis rendu compte, putain, quand j'ai fini mon Titan Warlord, ensuite je suis retourné sur de l'infanterie. Mais putain, quel bonheur! J'ai adoré repeindre quelque chose de petit. Ça fait vraiment waouh! Ça change complètement la perception des choses. C'est pas le même travail. Et voilà, il faut varier au maximum le truc. Et si on veut même pousser le bouchon, comme moi je le fais, c'est-à-dire qu'une armée égale une table, on pourrait très bien intégrer dans chaque lot également un élément de décor. Là, à vrai dire, ça rentre un peu en conflit avec le commandement de la méthode. Parce que moi, dans la méthode, en fait, en général,
quand tu fais tout en même temps, t'as un meilleur exercice. Après, ça se fait au détriment du plaisir, c'est certain. Mais moi, typiquement, une table de décor, j'aime bien la peindre blanc. D'une traite, c'est vraiment cool. D'ailleurs, vous avez pu voir sur les réseaux celle qu'on a peint avec Jean-Claude Gundam, hein, qui est très très belle. Il a peaufiné ça comme un champion, rajouté des petites touffes d'herbe et de neige partout. C'est trop kiki. Bref, en tout cas, varier le support, c'est de loin la meilleure arme anti-lassitude que vous avez à disposition, et y compris au sein du même lot. Admettons, ok, j'en ai un peu marre de peindre mes Tactical Marines. Allez, je vais attaquer mon Rhino, histoire de changer un peu. Donc, au sein du même lot, hop, on passe d'un gabarit à l'autre. La lassitude n'est pas là, ça relance toujours l'intérêt. Bref, c'est très cool. Variez votre peinture au maximum, tout comme varier votre alimentation. Vous avez tout à y gagner. Il faut manger varié et de saison, ce sont les premières règles. 6e commandement, ton matériel tu chériras. Bon là, à vrai dire, Monsieur Obigod, c'est un commandement avec lequel j'ai un peu de mal, parce que je suis quelqu'un d'assez peu soigneux. Néanmoins, j'en ai conscience, et du coup, j'essaye de me soigner par rapport à ça, et donc de plus en plus, je me force un petit peu à prendre soin de mes pots de peinture, de mes pinceaux, de mes outils, de tout le tralala. Donc ce commandement, on va pas vraiment parler du choix du matériel. À vrai dire, je crois que je vais en parler tout bientôt. On n'a pas fait vraiment d'émission sur les différentes gammes de peinture, ni sur les différents pinceaux par exemple. Donc ça méritera que j'en parle plus longuement. Mais en tout cas, votre matériel, prenez-en soin. Il y a juste un truc à retenir pour le matériel lorsque vous vous engagez sur la voie du brushido. Il vous faut un très bon pinceau. Et donc là, en fait, je suis assez fatigué de voir partout sur les Discord des gars acheter des sets de pinceaux tout le temps. Ils changent sans arrêt de marque, ils essayent tout le temps. Ces pinceaux, ils les abîment. Ce sont rarement des pinceaux de très bonne qualité. Moi, il y a pas longtemps, on m'a vanté les mérites des Green Stuff World Silver Series. Je les ai pris. Non, les mecs, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon. Le poil, il est pas bon. Je suis désolé. L'élasticité, la souplesse, c'est pas de bon niveau. Ça fait tout à fait la blague pour peindre, mais dès lors qu'on est habitué à du matériel qui peut largement faire de la très haute précision, ça va pas. Donc, c'est tout ce qu'il y a à retenir finalement de ce commandement. C'est si vous avez un seul matériel qu'il faut chérir, c'est votre pinceau. Et ce pinceau, prenez-en un très bon. Donc, moi, je fonctionne sur Raphaël. On m'a envoyé des Artis Opus. Là, je vais les essayer bientôt. À mon avis, ça doit être à peu près du même niveau. Mais il faut accepter le fait qu'un bon pinceau, ça coûte cher, mais néanmoins, si vous en prenez soin, ce pinceau, il vous fera au minimum 1 an. Là, je suis en train de mettre des petits sparadraps sur mes pinceaux. Moi je fais ça, j'ai 3 sparadraps, vert, jaune ou rouge. En gros, les rouges, ils sont foutus. Maintenant, ils vont me servir à touiller mon aéro. Les oranges, ils sont usés. Eux, ils vont me servir uniquement à mettre des bases. Et les verts, c'est ceux qui sont au poil. Et je garde toujours sur le côté des pinceaux entièrement neufs avec une pointe de fou furieux pour faire vraiment l'extrême détail. Mais en tout cas, un pinceau, en prendre soin, c'est vraiment pas bien compliqué. Hein. Un petit coup de savon, là, vous êtes même pas obligé d'acheter du savon spécial pinceau. Ce sont des conneries qui vous sont vendues au prix fort, tout simplement. Vous achetez un petit pain de savon, là, en magasin de Beaux-Arts. Voilà, ça vous durera absolument toute la vie et ça coûte que dalle. Donc, oubliez les accessoires un petit peu ésotériques, les restaurateurs de pointe de pinceau. Mais quelle connerie. J'ai vu un gars, il avait un truc Green Stuff World, c'était une espèce de pommade avec laquelle tu redéfinissais la pointe de ton pinceau. Je lui ai piqué pour rigoler un coup et du coup, j'ai pris des pinceaux siglés orange, j'ai mis une petite pommade là pour redéfinir la pointe. Ouais, en fait, ça fait la blague, mais au bout de 2 rinçages dans le pot d'eau, la pointe, elle est refoutue, donc c'est n'importe quoi. Franchement, c'est du gel, hein, c'est du gel pour les cheveux. Hein.
Ils vous vendent ça comme une espèce de restaurateur de pinceaux, mais c'est de la connerie. Ce truc est du Vivel Dop, c'est n'importe quoi. Bref, ton matériel, tu chériras. C'est encore un commandement sur lequel je suis en train de travailler. Mais si je devais en retenir une seule chose, naturellement, c'est votre très bon pinceau. Vous allez en prendre le plus soin possible. Et pour ajouter quelque chose à cette partie matérielle, votre matériel, choisissez-le tout simplement bien. Comme je l'ai dit, des gros sets de pinceaux qui coûtent que dalle, c'est jamais un bon investissement. Ces pinceaux, vous allez ils vont morfler en 2 temps, 3 mouvements. Idem sur la peinture. Contentez-vous des véritables fabricants de peinture. Des gars, si vous voulez, qui ont vraiment bossé sur leur formulation, sur leur formule chimique, etc. Donc renseignez-vous à ce sujet. Mais tous les vendeurs de peinture ne sont pas des fabricants de peinture. Franchement, moi, je reste toujours à Citadel, Valero, AK, Scale 75 et c'est tout. Il y a plein d'autres marques qui fabriquent des peintures. Mais en tout cas, j'irai pas m'aventurer chez des trucs moins chers, qui me paraissent plus dégueulasses. Moi, Army Painter et Green Stuff World, je suis désolé. Pour moi, j'aime pas du tout. C'est pas du tout des bons produits. Il y a des trucs qui font la blague, évidemment. Vous avez par exemple les Lavis chez Army Painter, voilà, du Dark Tone, ou je me rappelle plus trop les noms de ces gammes-là. Évidemment, ça marche, mais c'est du Lavis, quoi. Si tu veux, les mecs, ils ont pas réinventé la poudre. Mais pour avoir essayé quelques références plus exotiques, clairement, ces mecs, parfois, on a l'impression qu'ils savent pas ce qu'ils font. J'ai eu des métalliques chez Green Stuff World qui sont absolument désastreux. Idem chez Army Painter. N'essayez jamais, par exemple, d'acheter des couleurs fluo chez ces marques-là. C'est de la merde. C'est une espèce de pâte qu'on ne peut même pas diluer. Ça ne sert à rien. J'ai jamais vu personne se servir de ça avec succès. Vraiment, vraiment pas, quoi. Donc, si on en reste vraiment aux grands fabricants de peinture, on n'a jamais de surprise, ou du moins très très peu. Donc en tout cas, restez-en là. De la bonne peinture, des bons pinceaux. Je vais pas vous donner de conseils sur le reste du matos, comme les outils de modélisme ou quoi, parce que là, ça va, voilà, c'est la jungle, quoi. Il y a absolument tous les prix. Mais en tout cas, voilà. Vos pots, prenez-en soin. Touillez-les bien, mettez-leur des petites billes, ça c'est vraiment une vraie garantie de longévité, surtout chez les pots Citadel qui ont tendance à sécher très vite. Mais globalement, essayez de prendre soin de votre matos. Moi, je ne l'ai pas fait pendant longtemps et j'essaie seulement de m'y mettre. Et à vrai dire, je remarque que mes pinceaux durent plus longtemps qu'avant et ça me réjouit. 7e commandement, des ateliers peinture tu feras. Ouais les mecs, parce que c'est bien cool de peindre tout seul, ça représente à vrai dire la quasi-totalité de votre temps disponible à la peinture, mais des ateliers avec les copains, c'est tout simplement la manière la plus ludique de peindre. D'ailleurs, nous sommes le 11 octobre et dans une douzaine d'heures, j'irai au mien d'atelier peinture. Pourquoi faire des ateliers peinture? Donc là, on peut dire, voilà, ça peut se passer en association, avec vos copains de hobby, avec vos copains de galère. En gros, qu'est-ce qui se passe durant un atelier peinture? Il se passe de l'échange. Généralement, au même endroit, vous allez avoir plein de niveaux différents et naturellement, les plus hauts niveaux pourront conseiller les plus bas, mais les plus bas, parfois ils vous apprennent des trucs aussi, quoi. Donc c'est absolument un moment d'échange. C'est un moment où tout le monde va peindre un truc différent. Moi, voilà, là, demain, je vais peindre du Necromunda. Je sais qu'un autre, il fera du Khorne. Je sais qu'un autre, il fera du Necron et l'autre de l'Orc. Voilà, on sera à la table. On aura tous nos petits pots devant les yeux et pendant toute la journée, on va s'échanger nos petits tuyaux, nos petites techniques et naturellement en déconnant un bon coup, en buvant des bières, etc. Un atelier peinture, c'est un vrai moment de peinture privilégié que moi j'apprécie énormément parce qu'il me sort de cette éternelle solitude à laquelle je fais face quasiment tous les jours, quoi. Bon, je suis rarement seul dans l'atelier, faut pas déconner non plus. En ce moment, la chanoinesse de Notre-Dame des Carabistouilles est en train de faire une bannière White Scars. Vous voyez le délire, Mais voilà, les ateliers
L'atelier peinture, c'est génial. Franchement, si vous avez l'occasion, faites-en un. Moi, j'en fais un par mois. À chaque fois, c'est un très très bon moment. On rigole bien, on échange sur plein de sujets. Naturellement, ça part en couille, hein. Ça part toujours en politique, etc. Mais c'est ça qu'on aime aussi, c'est que la peinture, peut devenir une espèce de vecteur social, de rigolade, de camaraderie et également, d'approfondissement des connaissances, parce que les mecs en fait sont jamais avares en conseils, en idées. Ah non, ton machin, tu devrais pas le faire comme ci, tu devrais plutôt le faire comme ça. Bref, c'est quelque chose de potentiellement sans fin et c'est également très satisfaisant de voir progresser son entourage en même temps que nous. Donc des ateliers peinture. Franchement, faites-en. Là, moi, je suis en train de voir comment je vais pouvoir en organiser via le cadre associatif. Je vous avais déjà parlé, par exemple, de la peinture possible de décor, dans laquelle, en fait, j'ouvrirais ça sous forme d'atelier collaboratif pour les adhérents. Moi, cette idée-là, de base, elle me plaît bien. Peindre des tables, quand on est tout seul, c'est très long et très fastidieux. Là, comme j'ai pu le voir avec l'ami Jean-Claude Gundam, même à 2 personnes, ça devient une expérience tout autre et puis surtout, on est terriblement efficace. 8e commandement, tes travaux tu montreras. Ouais, les mecs, là, on entre dans un commandement pas négligeable qui répond quelque part à quelque chose que je pense depuis toujours, c'est qu'une figurine pas vue, c'est une figurine perdue. Et là, à vrai dire, en fait, je pense à pas mal de gens que j'ai pu rencontrer qui mènent un exercice du hobby absolument solitaire. C'est-à-dire que les gars, ils peignent beaucoup. Pour certains d'entre eux, c'est des gars qui peignent beaucoup. Par contre, leurs figurines, inconnues au bataillon, elles ne participent pas à la vie associative, ces figurines. Elles ne sont pas exposées sur les réseaux ou alors vraiment avec une photo en mode bas les couilles de temps en temps. Vous voyez très bien ce dont je parle. C'est une photo avec l'armée finie sur un atelier. La lumière est moche, la photo est moche, on voit rien. C'est un peu de ça dont je veux parler. Et à vrai dire, tout ce travail là qu'on fait, comme pour celui de n'importe quel artiste, finalement, c'est que ces œuvres, à mettre entre guillemets, naturellement, mais ces œuvres, elles ont une vocation unique, c'est qu'il faut qu'elles soient vues. Donc naturellement, pour ça, Internet a absolument changé la donne. À l'époque, moi, mes figurines, il y avait que mon cercle d'amis qui les voyaient, mais ça passait nulle part ailleurs, quoi. Ça passait certainement pas dans White Dwarf. Mais maintenant, naturellement, on a absolument le choix des armes pour faire voir nos filles. Donc naturellement, dans un premier temps, je ne puis que vous encourager à renouer donc pour ces solitaires-là, pour qui voilà, vous avez toute ma sympathie, les mecs, il y a pas de problème. Mais je vous le dis, vos figurines, elles sont perdues si elles ne sont pas vues. Et c'est bien dommage parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez même du talent et c'est... moi, ça me tue. Ça me tue parfois. Tu rends visite à un gars, il a jamais mis ses figurines sur les réseaux, tu rentres chez lui, mais c'est la putain de caverne, il y en a partout, il y a des armées magnifiques et t'es là, mais... Mec, t'es sérieux? Franchement, qu'est-ce que ça te coûte d'avoir une petite page Insta que tu viens nourrir de temps en temps avec tes figurines? Tu vois, tu peux faire ça en mode complètement bas les couilles. À vrai dire, c'est exactement ce que je fais. Tu balances une crotte de nez de temps en temps quand t'as fini une figurine et pas grand chose d'autre. Ça prend à peine 1 minute de publier quelques photos sur un réseau. Bon, naturellement, je ne puis que comprendre les gens qui rejettent le réseau social, mais en tout cas, ce n'est pas le seul et unique moyen. Mais donc, dans un premier temps, naturellement, ces filles, elles doivent être vues par des êtres humains. Donc, des êtres humains que vous pourrez rencontrer en associatif, lors de petites parties ou événements en magasin, via des réunions Tupperware ou n'importe quel genre d'événement de ce type. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, mais en tout cas, vos figurines, sortez-la du placard pour les faire voir à vos copains. D'ailleurs, tiens, tant que j'y suis, petite parenthèse sur le transport, parce que moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, le transport de figurines, je les trimballe dans toute la France. Dernièrement, j'avais même un Titan sur le siège passager. Mais quel est le meilleur moyen de transporter ces figurines? C'est tout simplement la grosse caisse en métal avec des magnettes. Franchement,
Ne retenez que ça, à mon humble avis. Alors certes, ça vous demande le petit effort un peu fastidieux de devoir aimanter tous vos socles. À vrai dire, je l'ai fait il y a pas longtemps parce que mon armée custodes n'était absolument pas aimantée. Bah voilà, j'ai aimanté mon armée entière. Ça a dû me prendre 1h30, 2 heures pour 3-4 000 points. Voilà, c'est pas la mer à boire. Là, typiquement, autant se regarder des trucs sur YouTube en faisant ça. Là, pour le coup, la déconnexion à l'image, elle est non avenue parce que là, justement, vous avez besoin de vous divertir pendant que vous faites un truc aussi chiant. Donc, la grosse caisse avec les plateaux en métal sur lesquels vous posez vos figurines aimantées, c'est tout simplement le meilleur moyen de les trimballer. C'est simple là-dedans. Elles ne risquent rien. Donc, il y a plusieurs fabricants qui en font. Les plus qualitatifs, c'est A-Case, hein, A-Case. C'est chéro, franchement, mais une fois qu'on l'a dans les mains, on sait pourquoi. C'est vraiment une grosse structure en métal. En plus, c'est pas si lourd que ça. Ils ont pas mal bossé là-dessus, je pense. C'est de l'aluminium. C'est très costaud. Voilà, il y a la petite peinture époxy. L'emballage en tissu, c'est du 840 deniers. C'est du gros tissu absolument indestructible. Voilà, c'est de la bonne cam. C'est pour ça que c'est cher. Et moi, j'avoue, j'ai le gros modèle. Je l'ai acheté, je l'ai acheté pas longtemps après ma reprise du hobby. En vérité, je me suis dit dès le début, ok, je commence déjà à jouer en assaut. Là, mes filles, je les transporte dans une mallette avec des mousses, ça va pas du tout. Ça accroche les objets les plus pointus et tout. En plus, ça abîme la peinture, hein, ça c'est avéré. Même quand c'est verni, c'est ça qui est ouf. La mousse, c'est vraiment pas bon, hein, pour la peinture. Donc, bah, franchement, peu importe la manière, mais penchez là-dessus, penchez sur une grosse malle magnétisée, c'est excellent. Vous pouvez la fabriquer vous-même, hein, c'est largement accessible. Un gros caisson en MDF avec des étagères sur lesquelles vous plaquez des feuilles de métal fin. Franchement, c'est pas la mer à boire en bricolage, c'est très très cool. Et ces plateaux, pensez à pouvoir les fabriquer de manière à ce que vous pouviez les détacher, enfin les sortir en tout cas du caisson. Comme ça, bah, quand vous êtes en événement, bah, vous vous trimballez avec vos petits plateaux d'une table à l'autre. C'est super pratique. Donc, le meilleur moyen de transporter ces figues, c'est ça, et à mon sens, certainement pas un autre. Mais pour en revenir au commandement, donc une figurine pas vue égale une figurine perdue. Donc, à côté de ça, ok, Internet nous offre toutes les armes du monde pour faire voir nos figurines. Figurines, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais qu'on peut également transporter en concours. Quel est le meilleur moyen pour qu'une figue, que vous estimez belle, évidemment, soit la plus vue possible? Eh bien, un petit concours de peinture au format open, c'est très très bien. Bref, je reprends. En tout cas, montrer ces figurines sur Internet, bah là, je vais devoir soulever un truc, c'est qu'il y a le bon et le mauvais montreur. On n'est pas aussi nébuleux que le bon et le mauvais chasseur, mais qu'est-ce que j'entends par bon et mauvais montreur? Le montreur de figurines, il va aller sur un réseau, ou un Discord, ou un forum, il va mettre une photo de sa figue, et il s'en va. Voilà. Hop, crotte de nez, hop, j'ai fait ça. Bah ça, à vrai dire, moi, j'aime pas. J'aime pas parce que, en fait, que ce soit moche, beau ou voire exceptionnel, bah la figue, en fait, je sais pas ce qu'il y a derrière. Je sais pas c'est quoi l'histoire de ce truc, pourquoi tu l'as fait, quelle technique t'as utilisée, etc. Donc, essayez d'avoir le réflexe à chaque fois que vous postez une figue, que ce soit sur un réseau social, un Discord ou autre. Ça prend 3-4 petites lignes, ok, alors lui il s'appelle Raoul, c'est un commissaire impérial, je l'ai peint avec telle ou telle technique, j'ai voulu apprendre ça, et petite nouveauté, petite prise de risque de ma part, voilà, j'ai fait ça sur son arme à plasma, qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont les pistes d'amélioration? Voilà, ça c'est intéressant et ça j'ai envie de répondre naturellement. J'ai envie de lui dire ok ça c'est mortel, ça t'aurais pu le faire différemment et ça bah bien joué mec, c'est une belle prise de risque. Quelque part, quand vous montrez une figurine, bah reprenez tout simplement ce que vous avez fait au 4e commandement, c'est-à-dire définir le projet thématique. Quelle est la thématique de ce projet? Quelle est la thématique de cette figurine que tu es en train de me montrer? C'est un petit réflexe comme ça à voir. Moi, je le fais pas toujours parce que tout simplement, vous savez ce que je suis en train de faire. C'est un peu le défaut du média, c'est qu'on manque de surprise dans mes révélations. Mais bah, essayez de faire ça.
Essayez de faire ça, voilà, ça c'est ma fille, c'est son histoire. Et là, je pense qu'en fait, les gens, ils seront ravis de vous répondre. Tandis qu'un gars qui arrive et qui lâche sa photo et puis après qui part, bah coucou quoi. T'aurais pu dire bonjour enculé quoi. Donc, voilà. Prenez le réflexe un petit peu d'expliquer même. Voilà, ça prend 2-3 lignes, c'est vraiment pas grand chose. 9e commandement, d'inspiration tu te nourriras. Ah là 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 là, vaste sujet, l'inspiration. L'inspiration, voilà, comme son nom l'indique, c'est ce qui va nous inspirer pour notre propre exercice de la peinture. Et à vrai dire, nous sommes désormais entrés dans un temps où l'inspiration, on en a absolument ras la gueule. C'est toute la journée. Dès que vous ouvrez votre téléphone portable, vous allez en trouver de l'inspiration. Tant et si bien qu'il y a une espèce de sensation de trop, à vrai dire. Pour ma part, moi, c'est vrai que je regarde énormément de figues, à vrai dire, que je le veuille ou non. Je vais sur le Discord de Ruralamer, je suis sûr de voir des nouvelles figues. J'ai rien demandé, hein. Mais voilà, je vais en voir quand même, c'est une certitude. Donc j'en regarde énormément, mais en vérité, peu d'entre elles m'inspirent réellement dans mon exercice personnel de la peinture. Voilà, le simple fait de scroller vite fait sur Instagram, t'es sûr de voir dinguerie sur dinguerie. Il y a même des grands chefs-d'œuvre, hein, franchement, faut le dire. Mais est-ce que, en fait, toute cette beauté-là, elle va m'inspirer moi ? À vrai dire, pas vraiment. Moi, ma source d'inspiration, finalement, elle trouve plutôt sa source dans les cercles proches et dans tout ce qui va être, finalement, une communauté suivie. Donc, Ruralamer est en train de devenir une communauté suivie, quoi. Si vous voulez, sur le Discord, il y a les habitués, on a l'habitude de leurs travaux, on a l'habitude d'échanger avec eux. Moi, en fait, je vais plus trouver de l'inspiration chez ces gens-là. Ça a déjà arrivé plus d'une fois que je prenne mon inspiration auprès de travaux qui ont été publiés par, voilà, Adeptus Picturam, Didier Deschamps Magnétique, Brezio, c'est, à vrai dire, tous les tueurs un peu en peinture du Discord. Ces gars-là, en fait, ils m'ont inspiré. Et leurs figurines, on en revient au commandement précédent, mais je les ai vus en vrai. Tu vois, j'ai joué avec, je les ai affrontés parfois, je les ai vus, je les ai pris dans mes mains, donc j'ai échangé à leur sujet. Je sais quelle est leur thématique, je sais quelle a été la méthode, ça, en fait, ça m'inspire. Ça, ouais, là, ok, ça veut me dire quelque chose, plutôt que de voir la dernière figue de Sergio Calvo, qui est toujours à un niveau tellement exceptionnel qu'en fait, que je ne peux pas espérer l'atteindre. À vrai dire, ce que je ne peux pas atteindre, j'en ai rien à foutre. Voilà, ça m'intéresse pas, moi, de savoir faire du Angel Giraldes. Par contre, ça pourrait m'intéresser un jour de faire une armée de White Scars à la Didier Deschamps Magnétique, tu vois. Ça m'inspire beaucoup, beaucoup plus. En tout cas, s'il y a une thématique à retenir, finalement, dans cette quête d'inspiration, c'est que maintenant, c'est tellement devenu une nébuleuse entre les influenceurs, les youtubeurs, les peintres pros, qu'il va falloir forcément faire des choix. Et ce choix, les mecs, c'est pas une mince affaire. Il faut le faire le plus intelligemment possible et, j'ai envie de dire, éviter les écueils qu'on peut retrouver malheureusement assez fréquemment, en fait, chez ces gens qui publient inlassablement du contenu peinture sur les réseaux. Déjà, choisissez quelqu'un que vous kiffez. Ça, à mon sens, c'est le premier truc. C'est que moi, j'aime bien écouter quelqu'un que je trouve sympa. Par exemple, un très bon exemple, c'est Girio. Girio, il fait des live peinture, il fait des vidéos YouTube. Tu le sens direct que le mec, en fait, il est agréable à écouter. Tu vois, il a une certaine tchatch, il a une très bonne prise de parole. À l'oral, il est très doué. Ok, ça me donne envie d'être suivi. C'est peut-être pas forcément de mon niveau ou quoi, mais je sais que ce mec-là, potentiellement, en fait, il peut m'inspirer. Donc, quand il va sortir une vidéo tuto, ok, j'ai fait ce Black Templar en un minimum de temps, mais avec un impact visuel le plus incroyable possible, ouais, ça, je vais regarder. Je sais qu'en fait, il va m'apprendre quelque chose parce qu'il le fait avec de l'aplomb. C'est quelqu'un qu'à mon avis, je kifferais dans la vraie vie, et donc, du coup, ça me donne envie de le suivre. Mais autre chose importante, donc outre le fait de suivre des gens que vous appréciez tout simplement, c'est de choisir quelque chose de cohérent avec son niveau. Par exemple, si t'as jamais touché un putain de pinceau de ta vie, ok, tu vas dans Google, tu tapes apprendre la peinture sur figurine. T'as plusieurs chaînes en fait.
qui s'adresse directement à toi, avec des playlists dans tous les sujets, avec une chronologie en fait, c'est-à-dire que tu vas prendre les vidéos du début à la fin, tu vas suivre le truc, tu vas écouter les gens, voilà, tout est là, mec, tout est là. Si tu veux pousser le truc plus loin, il y a des Patreons spécialisés, hein, comme le Patreon de Salès, qui est une véritable école de peinture, avec des cours à suivre dans une certaine chronologie, mais voilà, il y a plein de trucs gratuits qui existent aussi. Donc, faut suivre quelque chose qui soit raccord avec ton niveau. Naturellement, moi, quand je débutais, je regardais quand même des figurines d'El Miniaturista, par exemple. Mais c'est pas pour ça que je me suis mis en quête de faire comme lui. Tout simplement parce que c'était pas faisable. Il fallait commencer par le début. Donc, moi, j'ai commencé par la technique Heavy Metal. Ensuite, je l'ai fait évoluer un peu en faisant du dégradé sur du plaque d'armure. Ensuite, j'ai appris l'aéro et blablabla, ainsi de suite. Tout ça vient avec le temps. C'est une fois que j'ai eu un aéro en main, que j'ai eu des premières figurines avec des effets de lumière à faire dessus, que là, je me suis intéressé à ce que faisait par exemple El Miniaturista, et j'ai essayé de recréer ce qu'il faisait, mais en étant tout à fait réaliste. Avant de suivre ce qu'il fait, et à vrai dire, moi, c'est quelque chose que je fais très rarement, hein, c'est-à-dire suivre des consignes de peinture à la lettre, ça a dû m'arriver 3 fois maximum. La dernière fois, c'était pour les ailes de Mortarion, par exemple, où là, j'ai suivi un tuto de El Miniaturista. Mais globalement, tout ce que j'ai vu de lui, ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré. Donc, faut vraiment trouver en fait le bon équilibre entre ce qui vous donne des idées, ce qui vous inspire et ce qui va vous expliquer des choses que techniquement vous serez capable de reproduire. Donc, typiquement, moi, dans ma stratégie en fait de peinture d'armée, c'est simple. Je ne suis aucun peintre d'exposition. Ça ne m'intéresse pas. Les mecs ont une discipline radicalement différente de la mienne. Eux, ils vont passer 200 heures sur une figue. Moi, je vais passer 200 heures sur 1000 points. Évidemment, on a des objectifs à atteindre qui sont radicalement différents. Donc, en fait, je ne m'intéresse pas du tout à ce qu'ils font. Je m'y intéresserai peut-être un jour si je commence à me pencher sur le temps très long de la figurine d'exposition. Mais en attendant, non, c'est hors sujet tout simplement. Donc ayez ça en tête. Suivez des gens qui, d'une, font la même chose que vous, en fait, en termes de format, et en fait, soient absolument raccord avec votre niveau. Mais malheureusement, tout n'est pas si simple, parce que clairement, on a des chaînes qui s'adressent beaucoup à des débutants, et vous pouvez même, en fait, avoir du suivi en live, hein. Si vous allez, par exemple, chez Mélodie de War Adventure, ils sont nombreux, en fait, sur son Discord, à débuter la peinture, et du coup, ça finit dans Live Galerie. Mélo fait une petite review en ligne comme ça et on échange autour de la peinture, mais avec des techniques de débutants, et c'est très très bien comme ça. Il y a quelques vieux peintres assez endurcis qui seront là aussi pour tirer tout le monde vers le haut. Donc il faut vous trouver un endroit où vous vous sentez bien. Donc ça peut être une petite commu en ligne sur un Discord, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être des petits salons privés auxquels vous aurez accès via un Tipeee ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, évitez, à mon sens, de trop vous éparpiller. Sinon, je pense que l'enseignement deviendra absolument trop éclaté et l'inspiration aussi. Moi, à titre d'exemple, j'ai jamais fait plus de 3 Patreons différents dans une même année. Moi, c'est vrai que je consomme du Patreon. À vrai dire, je prends un mois par-ci, un mois par-là. C'est souvent par curiosité. Et à vrai dire, j'en ai fait chez beaucoup de gens, hein. Mais tu vois, je reste un mois, je regarde, je suis curieux. Quand ça me plaît vraiment, parfois je reste, mais bien souvent, en fait, je pars. Je vois, en fait, tout simplement ce qui m'inspire dans tout ça. Suivre des lives vidéo de 3 heures, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'aime bien, par exemple, les petits PDF. J'aime bien tout ce qui est court, en vérité. Et c'est vrai que moi, je regarde jamais de vidéos de peinture, hein. Je ne regarde que des PDF en termes de peinture. À mon sens, c'est toujours largement suffisant. Mais malheureusement, en fait, dans toute cette quête à l'inspiration, parfois, vous allez tomber sur des trucs pas très honnêtes. Faut dire ce qui est. Et moi, ça m'énerve. Mais alors, ça me sort par les trous de nez. Les fameuses vidéos no skills. C'est-à-dire, vous n'avez aucun talent, mais vous allez quand même réussir à faire ce Space Marine tel que vous le voyez sur la vignette.
Ah ok, j'ai pas de talent, donc je vais faire le Space Marine comme le monsieur il a dit. Bah ouais, mais les mecs, ce monsieur, il a 25 ans de pinceau au compteur. À quel moment tu fais des vidéos nommées No Skills quand t'as 25 ans de peinture au compteur, mec? C'est de la malhonnêteté totale, c'est débile. J'ai envie de te coller une baffe, quoi. Et ils sont nombreux à faire ça, hein. Franchement, ils sont nombreux. Mais ne vous faites pas avoir par ça. No Skills à peindre une figurine avec 25 ans d'expérience, c'est vraiment complètement con. Certes, parfois, il y a des peintres très confirmés qui vous font un petit tuto optimisé en termes de temps passé, mais en fait, jamais de la vie, il ne vous dira no skills. C'est absolument débile. Le mec, c'est le contraire du pas de talent. Il a 25 ans de peinture derrière lui. Voilà, on est complètement hors sujet. Donc, privilégiez des choses plus pragmatique, plus réaliste, moins starifié, également moins un peu dans le YouTube game massif, on va dire. Tiens, à ce titre, j'ai fait la rencontre il y a pas longtemps de la méthode RAF, RAF, qui a une petite chaîne YouTube de peinture, de tuto peinture principalement. Bah là, en vérité, qui est l'exemple type du peintre honnête. Là, il va vous proposer uniquement des formules très simples, très facilement reproduisables. Merde, je sais plus. Ah, il se fait. Ah ouais, il est 2h du matin, je commence à avoir du mal. Bref, l'ami Raph, il vous propose des méthodes, mais qui s'adressent absolument à tout le monde et en premier lieu aux débutants. Une de ses vidéos un peu connues, c'est que voilà, il a fait une vidéo pour dire que le Slapshop, c'est de la merde et je ne puis qu'abonder dans ce sens. Enfin, c'est pas forcément de la merde, mais en tout cas, c'est très très loin d'être la solution à tout. Et quand c'est mal fait, ça vous donne ce rendu poudreux dégueulasse. Bah voilà, lui il fait une vidéo pour vous dire le Slapshop c'est de la merde, même s'il y a des peintres avec 25 ans de peinture au compteur qui vous le disent. Non, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Je vous propose une alternative, et bah je vous laisse découvrir ça. Il vous propose une alternative au Slapshop, et bah cette alternative elle est mortelle, elle est très simple à mettre en œuvre, elle est très jolie et le résultat parle de lui-même. Les figurines qu'il a peintes via ces techniques sont bien plus belles que celles qu'il a peintes via le Slapshop. Donc voilà, très bon petit exemple de chaîne peinture sympa. À vrai dire, ça pourrait faire l'objet d'une émission dédiée, le petit best-of des youtubeurs peinture, pourquoi pas à l'occasion. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, l'inspiration désormais, elle est omniprésente. Sachez la choisir avec sagesse, mais également avec du cœur et de la raison. 10e et ultime commandement, la voie du Broshido tu choisiras. Bon, là, on est sur un commandement un peu conclusif, hein, un peu généraliste aussi. En gros, la voie du Broshido. Si vous n'êtes pas engagé dessus, il y a plusieurs raisons. C'est soit que vous n'avez pas forcément envie de devenir un meilleur peintre. Et cet argument, je l'entends tout à fait. Nous sommes nombreux, en fait, dans la communauté à avoir un exercice de la peinture très fonctionnel. Je pense majoritairement en fait aux gens pour qui le hobby c'est avant tout du jeu. Évidemment, quand tu mets le jeu devant la peinture, le but justement de la manœuvre, ça va être d'avoir de plus en plus de figurines peintes correctement pour jouer le plus rapidement possible. Typiquement, une sortie de codex, blablabla, j'achète tout. Bah ouais, mais bon, si j'emprunte la voie du Broshido, je suis pas prêt de la jouer cette armée. Mais voilà, donc on va plutôt se rationner et aller vers un exercice de la peinture beaucoup plus simple, beaucoup plus fonctionnel. Mais ça n'empêche pas, en fait, de suivre une certaine voie. Et la voie du Broshido, je l'ai dit en début d'émission, elle peut prendre plusieurs formes différentes. Vous pouvez choisir la voie du peintre productif qui va aller plus vite. Tout comme vous pouvez choisir la voie du peintre qui ira de plus en plus lentement, mais avec un résultat exceptionnel. Finalement, cette grande voie, elle a plusieurs chemins. Mais en général, le principal souci que vous rencontrez tous par rapport au développement de sa propre peinture, eh bien, c'est souvent le même problème, c'est le temps. Le temps, cette denrée de plus en plus précieuse au fur et à mesure qu'on vieillit. Comment trouver du temps pour ouvrir devant nous cette voie sacrée du Broshido? Bah, à vrai dire, c'est un peu un faux problème parce que quel que soit le temps que vous ayez à disposition,
vous allez pouvoir l'optimiser. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même exercice de peinture. Moi, j'y vais comme un bourrin parce que je ne fais que des gros projets. Mais je connais plein de gars qui peignent 1 heure par jour, par exemple, et qui sortent des trucs, mais très très régulièrement, parce que en fait, cet exercice d'1 heure par jour, ils ont réussi à l'optimiser, c'est-à-dire qu'ils ont modifié la thématique de leur projet et leur méthode pour qu'elle puisse s'allier plus facilement avec des séances courtes, mais par contre régulières. Donc là, c'est à vous de faire un peu de réfléchir à ce sujet. Bon, dans un premier temps, je veux pas vous refaire la leçon à ce sujet, mais trouver du temps, c'est à la portée de tout le monde. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pour trouver du temps, il suffit tout simplement de se débarrasser de tout ce qui nous tire vers le bas. Voilà, contemplez finalement combien d'heures par semaine ou par mois vous passez devant des séries et quelle satisfaction ça vous apporte en échange. Voilà. Est-ce que une saison d'une série sur laquelle vous avez investi 12 heures de votre temps, est-ce que le sentiment que vous avez à l'issue de ce visionnage peut égaler celui d'une escouade peinte en 12 heures et que vous placez dans votre vitrine? Ah voilà, c'est là qu'il faut faire des choix en fait les mecs. Mais bon, là on parle tout simplement d'hygiène de vie. J'aurais exactement le même discours par rapport à la cuisine. Les gens qui ne trouvent pas le temps de cuisiner, c'est tout simplement qu'ils dépensent du temps là où il ne faut pas, parce que là on touche à un fondamental à mon sens auquel il ne faut jamais renoncer. Mais à vrai dire, le temps de peinture, c'est exactement le même thème. Donc certains pourront dire ouais mais attends toi t'es avec ta meuf dans l'atelier, du coup vous passez du temps ensemble et tout. À quel moment en fait c'est incompatible? La chanoinesse ne fait pas de peinture sur figurine, elle fait autre chose. Idem, vous pouvez faire autre chose avec votre nana dans un lieu différent. Vous peignez, elle lit, ce qui n'empêche pas de parler, d'être assis à la même table, etc. Donc quelque part il y a un quotidien qui potentiellement peut se réinventer sous les effets de la voix du Brushido. Je sais de quoi je parle parce que moi j'ai absolument révolutionné le mien. Moi mon quotidien désormais il est fait de manière à ce que la taille de mes projets, souvent délirantes, puisse entrer dedans sans sacrifier tout ce à quoi je tiens le plus. Et donc en premier lieu, la cuisine, la nature, ma chérie, la lecture par exemple, en vérité, et le sport, surtout le sport, en vérité je n'ai renoncé à rien et j'ai quand même réussi en fait à inclure ma voix du Brushido complètement lié à mon quotidien. Donc ça c'est quelque chose qui se réinvente tout simplement. Mais pour emprunter cette voie du Brushido, nul besoin d'investir massivement dans le nombre d'heures de peinture. Ça peut être quelque chose qui soit court mais régulier. Par contre, j'insisterai plutôt sur ce terme-là, c'est que pour moi, un bon exercice de peinture, à mon sens, il doit être le plus régulier possible. Voilà, c'est comme le sport, c'est comme l'exercice du cerveau et de l'esprit. Je pense que plus on est régulier, plus on est en fait dans une forme de routine, mais une routine constructive. Et à vrai dire, on a quand même énoncé pas mal de choses qui vous permettent d'en tirer toujours du plaisir. Donc, que ce soit la taille des lots, la variété des figues, la variété des projets et leurs thématiques. Tout ça, en fait, peut s'inscrire dans un quotidien et j'ai envie de dire n'importe lequel. Après, idem, c'est comme la place disponible, le temps disponible. Nous ne sommes pas tous égaux devant ça. Clairement, il y a des gars, ils bossent comme des ânes. Moi, j'ai des potes, ils font des semaines de 50 heures. Typiquement, j'ai un pote, il est comme ça. Il fait des semaines de 50 heures, voire plus. Mais dans sa voie du Brushido, qu'il a quand même emprunté du coup, il a choisi vraiment 2 créneaux dans la semaine où là, ok, me faites pas chier, je peins. C'est pas qu'il fuit aucune obligation familiale ni quoi que ce soit, il s'occupe très bien de tout le monde, mais voilà, c'est une espèce de deal qu'il a conclu avec sa nana, et donc sa nana elle-même s'est construit 2 petites séances où elle-même, elle va s'occuper de son propre jardin. Il y a quand même des espèces de négociations à faire possibles comme ça, à mon sens, où du coup, même dans une vie professionnelle bien chargée, une vie familiale bien chargé, il y a toujours moyen d'insérer des petits créneaux de peinture, de Brushido, dans lesquels on se sentira bien, juché sur notre
votre petit nuage. Donc la voix du Broshido, en vérité, il n'y a pas de stress, c'est surtout une question de volonté. Vous devez tout simplement vous poser cette question-là. Vous regardez vos dernières années en tant que hobbyiste et faites le bilan. Est-ce que je peins toujours de la même manière ? Est-ce que j'ai envie de changer ? Bah si oui, Broshido. Sinon, bah non, je resterai peintre de la même manière, un peintre fonctionnel qui fait tout simplement ça pour son petit plaisir, pour se vider la tête. Et à vrai dire, les mecs, bah là, je ne vous jetterai pas la moindre forme de pierre. Chacun fait absolument ce qu'il veut. La voix du Broshido, là, les petits commandements que je vous ai énoncés, enfin, excusez-moi, monsieur Hobby-God, pour l'appropriation culturelle. Mais bref, ces petits commandements, ils vont plutôt s'adresser à ceux qui ont envie d'aller plus loin, toujours plus loin en vérité. Aller plus loin, c'est tout simplement une éternelle course en avant. Moi, j'aime ça. Tout le monde n'aime pas. Je pense qu'il y a des gens pour qui, en fait, la peinture demeure un petit plaisir confortable où leurs simples acquis leur suffiront largement. Bah, les gars, je vous fais des bisous quand même. Moi, j'en connais beaucoup, des peintres comme vous. Ça me satisfait amplement de voir de belles armées bien peintes sans qu'il n'y ait trop d'ambition, sans qu'il n'y ait de véritables thématiques ni de méthodes. Ça reste de belles armées bien peintes et c'est tout ce qu'on aime. Bon voilà, c'est la fin de cette émission. Bon, c'est une émission détente, hein, on va pas se mentir les gars, il y a aucun truc à prendre réellement au sérieux dans tout ça. Néanmoins, ça aura pu peut-être, sous les conseils du Hobby-God, d'avoir fait germer dans votre esprit quelques petites idées pour aller plus loin dans l'exercice de votre peinture. Et donc, bah là, j'ai énoncé tout simplement des grands préceptes. Mais bon, ces préceptes, ce sont les miens. Moi, là, je vous ai tout simplement parlé de l'exercice de la peinture tel que je l'adore. Sur mon petit nuage, débarrassé de l'image, avec des projets thématiques, avec une méthode définie, avec du support varié, avec du matériel dont j'essaie de prendre soin. De temps en temps, ça se transforme en atelier entre potes et c'est super. Et mes travaux, eh bien, je les montre. Je ne les montre pas partout. Je n'ai qu'un seul réseau, mais c'est bien suffisant. Plus mon petit bistrot Discord où je retrouve les copains ruralistes et je me nourris d'une inspiration triée sur le volet. C'est vrai, j'en ai pas parlé, mais à titre d'exemple, en ce moment, je suis sur le Patreon de Mamicon Paint. Bah écoutez, c'est très sympa, il y a plein de PDF. Honnêtement, ça sent la simple petite visite de courtoisie. Je fais la razzia en fait sur les PDF à chaque fois. Évidemment, tu vois, tu payes quand même pour ça. Et après, à mon avis, je sens que je vais m'en aller et j'irai piocher là-dedans si besoin. Mais en tout cas, j'ai déjà trouvé pas mal d'idées pour le futur de ma propre voix du Broshido, une voix de laquelle je ne m'éloigne que vraiment très 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 ponctuellement et toujours avec un certain déplaisir. La peinture, ça fait désormais partie de mon quotidien, de ma vie, ça fait même partie de mon couple, c'est vraiment parti en vrille ce truc, c'est incroyable comment tout a dégénéré ces derniers mois, c'est absolument délirant. Bah écoutez les mecs, prenez soin de vous, prenez soin de votre propre voix du Broshido, elle sera telle que vous l'avez choisie, n'écoutez pas trop non plus les vieux cons de mon genre et encore moins lorsqu'ils se mettent à chanter avec un autotune. Portez-vous bien les mecs, je vous fais des bisous, on se dit à très bientôt sur les réseaux et en réunion Tupperwarp. Ciao les gars.